Vous souhaitez bien jouer votre faction favorite pour le jeu Star Wars Légion, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'accompagner d'un spécialiste bien sûr de cette faction, donc qui a pas mal de tournois bien sûr dans les pattes et qui va vraiment vous aiguiller dans la méta actuelle avec cette faction. Donc on va vous apporter des conseils dans cette vidéo pour créer votre liste, pour savoir comment bien la jouer et bien sûr comment se préparer pour un événement. Typiquement voilà, on prépare le CF qui approche en septembre, donc on va essayer au maximum de vous donner tous les conseils possibles pour bien sûr se préparer à jouer votre faction favorite dans les meilleures conditions et optimisation. Allez, c'est parti. Salut à toi, Nephil, merci encore une fois de participer à cette vidéo pour nous aiguiller sur les joueurs de la faction rebelle. Donc si tu peux te présenter brièvement, Nephil, bah voilà, ton pseudo, âge, région, enfin ce que tu veux, histoire que on puisse mettre une étiquette sur son visage. Bonjour, merci à toi. Nephil, joueur rebelle. J'ai eu 41 ans aujourd'hui. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je joue à Star Wars Légion et j'ai commencé à faire du compétitif depuis environ un an. Voilà. Joyeux anniversaire au passage. Merci. Super. Une petite expérience quand même joueur rebelle et ça va nous servir pour voilà toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo dans le but bien sûr de pouvoir vous préparer pour le championnat de France au mois de septembre. Alors est-ce que tu y participes? Oui, tout à fait. J'ai fait partie des inscriptions en essayant de m'inscrire très très vite. Et en moins d'une heure, je me suis quand même retrouvé en liste d'attente. D'accord, C'était bon bah très rapide cette année. oui, très très rapide, et, un vrai record. Tu joueras rebelle du coup? Oui, oui, tout à fait. C'est ta seule faction d'ailleurs de jeu ou tu joues aussi d'autres rôles? Alors, je joue principalement rebelle parce que j'adore cette faction. Ça m'arrive de faire des petites infidélités aux rebelles pour des parties plaisir, mais sur tout ce qui est compétitif, je m'obstine à vouloir faire du rebelle. D'accord. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec la faction rebelle. Alors pour toi, quel est le style de jeu des rebelles? Est-ce que tu penses que c'est une faction un peu offensive, défensive, mixte? Est-ce que tu as un... Comment tu pourrais la classer cette faction? Parce que moi j'ai tendance à dire personnellement que c'est une faction qui est assez défensive, mais peut-être que je me trompe avec ton regard et ton expérience de jeu. Alors, ça va dépendre de la façon dont on va le jouer. Principalement, on va dire au niveau compétitif aujourd'hui, on reste principalement défensif du fait de devoir absorber les dégâts avec les dodges. Et d'avoir des dés blancs en défense, ça nous oblige d'avancer, on va dire, avec prudence et on peut pas s'exposer facilement. Les rebelles restent quand même une faction extrêmement mobile aussi, donc on peut faire de l'harcèlement au niveau des lignes ennemies ou aller chercher les objectifs assez rapidement avec des personnages comme Sabine. Mais principalement aujourd'hui, pour du compétitif, ça reste assez tanky, avec beaucoup d'esquives, et on essaye de tenir le plus longtemps possible. D'accord. Ouais, donc finalement, on reste quand même sur une approche quand même assez défensive. On va être un joueur qui va plus subir que finalement harceler l'adversaire. Principalement, encore une fois, ça dépend des objectifs, mais principalement, oui, c'est compliqué aujourd'hui un rebelle de donner un tempo par rapport à l'adversaire. Après, tout dépend de la liste et qui et quoi on a en face. Mais non, aujourd'hui, principalement, on est plus dans l'adaptation de l'adversaire et l'encaissement des dégâts que va nous mettre l'adversaire le temps d'arriver à l'objectif. D'accord. Au niveau du compétitif, tu penses que les rebelles ont une place dans le haut du tableau par rapport aux autres factions ou c'est une faction qui va être très difficile à arriver au haut niveau sur, par exemple, un podium d'un championnat de France? Alors, ce que je vais dire vaut ce que ça vaut à l'heure actuelle, sachant qu'on a une modification des règles attendue d'ici quelques jours. En l'état actuel, je pense que c'est totalement impossible d'arriver dans le top 8, ou du moins avec beaucoup.
Beaucoup, beaucoup de chance. La faction rebelle a quand même des défauts aujourd'hui qui sont très compliqués à pallier. Et on a surtout des, comment dire ça, on a deux, trois factions et deux, trois façons de jouer qui sont extrêmement difficiles à contrer. On manque d'outils pour répondre à certaines factions, typiquement la Battle Force Empire qui est très compliqué à gérer, mais encore on arrive à faire des choses. La compo avec les Black Sun, avec les 6 Black Sun, là, d'un point de vue personnel, je ne sais même pas, je n'ai pas encore trouvé de solution au niveau rebelle pour essayer de contrer ça. Voilà. Donc c'est très 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 compliqué. Rien n'est impossible, mais ça va demander un petit peu de chance à l'état actuel des choses. D'accord. Pour toi, quel type de joueur s'adresse cette faction? Un joueur avec un tempérament assez, je sais pas, peut-être direct, plutôt dans la réflexion, plutôt dans le côté offensif, le côté tant pis si j'ai de la perte, les objectifs en premier. Comment toi tu classifies finalement le type de joueur qui est adapté pour ce genre de faction? Alors j'ai envie de dire prudent. Encore une fois, les dés blancs, c'est punitif instantanément. Je sais que les nouveaux joueurs aiment beaucoup la faction rebelle en entrée dans le jeu, parce que c'est quand même les deux factions mythiques, l'Empire et les rebelles. Ça reste une faction quand même très difficile à jouer, parce qu'elle est très punitive. Ça demande de la réflexion et de la prudence principalement. Si un joueur est plus, on va dire, veut jouer très agressif, rentrer dans les lignes adverses, à l'heure actuelle, Rebelle, c'est très compliqué de pouvoir amener ça. C'est faisable, mais c'est compliqué. Luke Skywalker a beaucoup perdu du fait que les dodges n'apportent plus de défense au niveau des déflexions. Donc au CAC, on perd un peu par rapport aux autres porteurs de sabre. Les Wookiees aujourd'hui sont complètement inutilisables, donc ça limite quand même, on va dire, la pénétration au CAC, donc d'une manière brutale et de faire un choc. On l'a beaucoup perdu dernièrement. Les personnages comme Sabine, qui sont, enfin, j'adore Sabine personnellement, mais très coûteux en points. Donc ça reste au niveau compétitif, en tout cas, si on veut avoir une chance, je pense qu'il vaut mieux à l'heure actuelle rester éloigné, tirer à distance, éviter les combats trop brutaux. Voilà, la méthodologie des joueurs plus patients, plus réservés, un peu plus. J'avance mes pions en réfléchissant un peu comment ça se passe et de l'anticipation, c'est très bien pour les rebelles. Ouais, donc si on veut atteindre au-delà du top 8, faut déjà être une personnalité, on va dire, prudente, extrêmement prudente et savoir s'adapter sûrement aussi aux factions adverses. Euh, je pense que c'est une des qualités. Si on pense enfin, imposer son tempo quand on joue rebelle, c'est directement se mettre une balle dans le pied. Donc je te rejoins un peu là-dessus aussi sur ça. C'est vrai que c'est une faction qui a tendance à être punitive facilement si on va dire, on commet des erreurs un peu plus que par exemple une faction comme l'Empire ou les séparatistes. Mm, tout à fait. Surtout que l'Empire au dé rouge, ça vous donne une chance, on va dire, de contrer un peu l'erreur. Les séparatistes, bon, les B1, vous perdez du B1, bon, pas bien grave, ils sont là pour ça de toute façon. C'est. Ouais. Non, Rebelle, il y a. Enfin, je vais un peu me contredire. C'est vrai qu'on peut jouer un peu agressif avec les speeders, on peut faire des petites choses. Avec les Tauntaun, on peut faire des choses, mais au niveau. Enfin, vraiment, là, on parle vraiment en visant le top 8, ça ne tiendra jamais pour atteindre le top 8. On arrivera peut-être à faire des choses pour arriver dans le top 30. Arriver dans le top 16 en rebelle, je pense que c'est tout à fait jouable, par contre, ça enfin, sans difficulté. Avec de la difficulté, mais c'est faisable. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans le top 8, ça me semble très compliqué en tout cas. Oui, bon après on est bien sûr sur des suppositions et puis bien sûr des avis personnels, hein, bien sûr. Et alors, on n'est pas à l'abri que bah, finalement il y ait des joueurs qui relèvent le niveau et puis qui aient aussi beaucoup de chance, hein, ça peut arriver. Mais voilà, de ton expérience, tu restes
tu restes prudent et dire que déjà un top 8, ça serait déjà un bel exploit pour un joueur rebelle, surtout au-delà du top 8. Donc d'accord, là-dessus, je suis un peu du même avis que toi. Donc, tu as parlé un petit peu des factions difficiles à jouer en tant que joueur rebelle. Si tu pouvais classer le top 3 des factions les plus difficiles à affronter quand tu es joueur rebelle. Alors, Le top 3 ou top 4, hein, parce que euh, tu peux aussi affronter du rebelle contre rebelle, mais bon, c'est j'ai assez miroir, on va dire. j'ai envie de dire, c'est pas tant la faction en elle-même plus que ce qui est joué en face qui est compliqué. Au final, toutes les factions, on va dire, ont leurs défauts et qualités. Euh, Si je devais en mettre une plus dure que les autres, mais assez classique aujourd'hui, l'Empire, on va dire en top 1, ils ont quand même deux listes très méta qui sont très très fortes à l'heure d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, j'attends beaucoup de la mise à jour du mois de juin pour voir ce qui va se passer. Euh, En deux, alors, je vais mettre la faction avec les Black Sun, mais juste avec une liste, celle des Black Sun avec le bus et les 6 Black Sun derrière, en deuxième position, parce qu'actuellement, encore une fois, comme je disais, j'ai pas trouvé de solution pour contrer ça. Actuellement, en rebelle, je ne sais pas comment battre ça, tout simplement. Sinon, le reste de la faction en elle-même, c'est tout à fait gérable, il n'y a pas de souci. En troisième, CSI. Ils ont des très très bonnes choses à faire, mais ça va, on arrive à trouver. Il y a des petites ouvertures, on arrive à trouver des choses. On peut commencer à jouer là. Ensuite, les clones et en dernier, bah, les rebelles, sans problème. Les D'accord. clones, à part les gunlines qui sont vraiment problématiques, mais c'est gérable d'après la liste que vous avez. Vous pouvez plus ou moins faire des choses. Ça va dépendre vraiment de la liste que vous jouez. Hmm. Les erreurs à éviter quand tu joues rebelle, alors on parle pas des cartes de mission, de scénario ou de déploiement, mais les erreurs, on va dire, enfin le déploiement on peut en parler, mais on parle pas du scénario, c'est-à-dire le choix des fameuses cartes, ce qu'il faut prendre par exemple les otages ou autres. On parle plus dans le style de jeu. Donc il y a bien sûr je pense le déploiement, je pense que tu me rejoins là-dessus, le déploiement est Oui. punitif, même Ah oui, oui, plus, très clairement. même plus punitif, comme tu l'as dit, que par exemple l'Empire qui peut mieux tanker en cas de mauvais couverts ou ce genre de choses. Est-ce que tu as des choses aussi en tête, des erreurs à éviter qui sont plus pénalisantes? Alors, si je peux donner un conseil, alors après, ça dépend de la liste que vous jouez. C'est comme d'habitude, l'objectif que vous avez en tête, ce que vous allez chercher à faire. Mais joueur rebelle au début, le déploiement, bon, comme tu l'as dit très justement, mettez-vous à couvert, ne cherchez pas, même si vous estimez que vous êtes assez loin, si vous n'êtes pas sûr de la portée de tir, si vous avez un doute, cachez-vous. Et la moindre erreur de placement, vous êtes à découvert, vous prenez 2 dés, c'est 2 morts. Partez sur le principe que lors de votre déploiement, vous avez du dé blanc. Si c'est du dé rouge, on peut discuter, mais si vous avez du dé blanc, vous êtes avec un couvert lourd. Vous pouvez tirer sur quelqu'un, ça vous met en défaut du couvert, ne le faites pas, restez derrière un couvert lourd. C'est capital pour un joueur rebelle, vous perdrez sinon bêtement des troupes. Et ça, voilà, avec le dé blanc, l'erreur, à moins d'un gros coup de chance, elle sera très 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 vite punie. Ensuite, jouez plutôt compact en général, parce que les rebelles ont une bonne synergie les uns avec les autres. Individuellement, ils sont très faibles, mais collectivement, ils arrivent à faire des choses. Donc évitez de vous disperser trop, ça peut être aussi très pénalisant. Vous pouvez faire des listes qui vous permettent de vous disperser un petit peu, d'avoir des personnages qui aillent un peu plus loin, Sabine qui peut aller chercher son objet et revenir, il y a des choses comme ça. Mais ça reste des personnages très très dédiés à cet effet. Là, je parle vraiment de la masse, de la troupe. La troupe, faites en sorte qu'elle reste quand même relativement compacte et pas trop dispersée, que la synergie au niveau des pions esquives surtout, parce que c'est ça qui va nourrir grandement les rebelles, puisse se faire de manière cohérente. Et surtout, on manque beaucoup aussi de choix dans les pions d'ordre. Donc voilà, si trop vous devez disperser, c'est aussi prendre le risque de ne pas piocher ce que vous voulez au bon moment. Donc ça peut devenir vite punitif. Si je peux vraiment donner un conseil au début, c'est quel que soit l'objectif, évitez de vous disperser et restez bien planqué. D'accord. Du coup, pour toi, quels sont les meilleurs commandants de la faction rebelle? Alors, si on prend les commandants, il y en a deux qui tiennent la route aujourd'hui.
On va partir sur le plus évident, donc l'officier rebelle qui est très utile. C'est pas cher, ça permet de donner des bonbons, ça permet de mettre une vigilance, mais que c'est devenu très cher la vigilance aujourd'hui. Ça fait un officier à 45 points. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur celui-là, mais très utile. En deuxième, Cassian. Il est bien. Cassian fait toujours le taf, égal à lui-même. Sa portée infinie avec ses 2 critiques et parfois, ça fait le taf. Ça a fait ses preuves, ça fonctionne bien. Après, le reste des... Alors, encore une fois, en compétitif, le reste des officiers sont pas hyper intéressants. Han Solo peut être très drôle à jouer, mais voilà, faut savoir le jouer, faut avoir une compo qui tient la route, mais ça peut faire des trucs rigolos. Vous pouvez viser le top 30 avec Han Solo, je pense que c'est faisable, mais vous n'irez pas plus haut, mais ça sera rigolo et vous allez faire des belles parties. Ça reste quand même l'important, c'est quand même de s'amuser avant toute chose. À mon grand regret, Lando il sert pas grand chose, mais j'aimerais beaucoup qu'un jour il le modifie pour qu'on puisse jouer celui-là parce que j'adore le personnage. Ouais, c'est vrai. Mais complètement aujourd'hui, il est complètement inutile, hein, sans aucune méchanceté. Il est vraiment aujourd'hui, enfin, il sert à rien dans une liste. On a Jean qui peut faire des trucs sympas, mais pareil, c'est trop contextuel. Elle peut faire des charges, enfin, elle peut vous mettre 4 dés noirs en chargeant. Sa pipe 1 qui vous permet d'avoir une sorte d'attente qui n'en est pas une peut être très utile, mais beaucoup trop fragile. Infiltration, ça va lui donner son petit bonus pour aller chercher un pion. Mais 6 PV avec du dé blanc, si en face il y a de quoi répondre, vous allez juste vous faire découper devant l'objectif et bah, il y aura une tombe devant l'objectif, c'est tout ce que vous aurez. Leia, Leia. Ma belle Leia, qu'est-ce que j'aime Leia, mais pareil, trop cher. 2 commandes, 2 officiers, ils font le même boulot qu'elle en mieux, ils vous donnent une acti en plus. Et ces cartes de commandement, à part la pipe 1 qui va vraiment très bien, la pipe 2 et la pipe 3, sert pas grand-chose, très sincèrement. Très cher pour ce qu'elle fait, hélas. Et Luc, je pense que je n'ai même pas besoin d'en parler, mais pour les nouveaux joueurs, ne jouez pas Luc officier, vous allez juste vous faire mal et vous dégoûter du jeu. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec cette carte, c'était peut-être très intéressant quand le jeu a commencé, mais aujourd'hui c'est absolument injouable. Ah ouais? Ouais, ouais, Euh, pourtant j'aime bien jouer Luc, moi. Après, Il y a Luc Agent. Oui, c'est vrai. Mais je le jouais en commandant, mais c'est vrai que... Ouais, c'est pas... ça vaut pas un Vador à l'heure actuelle, c'est clair. Bah, disons que le problème c'est qu'il récupère, enfin il peut pas réactiver ses cartes parce qu'il n'a pas maîtrise de la force. C'est comme très 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 dommage. Son pistolet avec Perfo 2, c'est rigolo, mais très honnêtement, ça sert pas à grand chose. J'aurais préféré qu'il lui mette un dé rouge du côté sabre ou 2 dés noirs en plus et enlever ce pistolet. Il lui manque un truc. C'est Hmm. à équivalent, tu mets un môle en face. Je préfère môle. C'est bah, en termes de points, c'est un peu le ratio. Hein, c'est de ça qu'on parle. Mais en agent, tu le valides. Un agent, il est très très fort, bien que suite à la modification de la déflexion, il a un peu perdu sur mais comme tous les porteurs de sabre, ils ont pris un peu cher au niveau du nerf, comme ils ont plus l'adrénaline défense avec l'utilisation du dodge au CAC. Ça leur fait un ratio de 50% de dégâts. Enfin, ils ont une chance sur 2 de prendre une baffe. Et le problème, c'est que Vador, lui, il a 2 surges gratos avec sa carte de commandement. Donc lui, ça lui permet de combler ça. Vous allez chez les clones, ils ont tous des choses, ils se passent tous des trucs, ça leur donne tous des choses intéressantes. Vous allez chez la CSI, ils ont tous aussi des petites interactions rigolotes, mais vous allez chez les rebelles, vous regardez, vous pleurez. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça le rend un peu moins fort aujourd'hui, ça le rend dangereux et ça joue surtout à 200 points, enfin 195 points. Tout équipé, vous arrivez à 220 points. Une chance sur 2 au CAC à 220 points, c'est quand même dangereux. Hmm. Donc, Euh, ça se discute, on va dire. Ça reste un très très bon personnage, hein. ouais. Mais aujourd'hui, il manque un petit quelque chose pour que ça puisse redevenir un perso un peu en tête de liste. D'accord. Pour toi, les meilleures unités d'une faction rebelle. Alors, chez les rebelles, c'est chez les agents. On va retrouver à peu près tous les meilleurs personnages pour moi pour chez les agents. Là, j'ai testé dernièrement Ahsoka, qui vient de sortir. D'accord? Je la trouve très bien. C'est un perso qui est, alors, pas fait pour l'agression. C'est un porteur de sabre qui est vraiment en support et en soutien de la troupe. D'accord. Sa pipe 3 et sa pipe 2 vont vous donner énormément de dodge, enfin énormément.
La pipe 3 va vous donner 3 dodge et la pipe 2, à chaque fois que vous êtes défenseur, si vous êtes à portée 1 d'Asoka, vous avez un dodge. Donc pour une faction qui fonctionne beaucoup à l'esquive, ça fait très pratique, surtout quand vous avez agile avec. Ça veut dire qu'on vous tire un premier coup dessus, vous avez un dodge, vous le gardez, on vous retire un deuxième coup dessus, vous reprenez un autre dodge, mais vous avez le précédent qui est resté. Donc ça peut devenir très vite très drôle. Alors voilà, c'est un personnage intéressant et surtout ça répond à un problème que les rebelles avaient depuis un moment. C'est que ça nous fait un porteur de sable qui nous permet de nous protéger des autres porteurs de sable tout en étant en appui de la ligne arrière. Et ça, c'est très intéressant à jouer. Sa pipe 1, elle est bien, elle est pas oufissime parce que ça donne 3 dés blancs en plus. Si on a 3 esquives, on a jusqu'à 3 dés blancs. Vous aurez 3 esquives, peut-être 4 ou 5 si vous vous débrouillez bien. Ça permet les esquives avec Ahsoka, ça permet de les transformer en dégâts ou en critique. Vous pouvez changer la valeur d'un dé. Ça permet de rentrer on va dire pendant un tour, vous allez rentrer dans l'adversaire et lui faire très mal. Le problème, c'est que c'est du one shot. La carte, si vous la placez mal, pas au bon moment, vous avez quand même, au final, si vous avez vos 3 dés supplémentaires, ça vous fait 5 dés blancs, 5 dés blancs, 2 noirs, 2 rouges. C'est, voilà. Si vous êtes un peu du joueur poissard au niveau des dés, faites en sorte d'avoir beaucoup d'esquives. Ouais. Mais Ahsoka, j'aime beaucoup. Personnellement, j'en suis assez fan. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi efficace. J'en suis assez content. Ouais. Après, on a Dean, bon, qui est un peu interfaction, mais qui est très bien aussi. Avec son pistolet à portée, enfin son fusil à portée infinie. C'est un personnage qui est très utile, surtout avec son immobilisation 2. Encore une fois, vous avez un porteur de sable qui arrive dans votre ligne ou quelque chose qui, on va dire, va vraiment vous déranger. Vous arrivez, vous le touchez, il bouge plus pendant un tour. C'est le tour d'après, si vous avez à lui remettre un petit taquet, c'est toujours bien pratique. Vous pouvez, enfin personnellement, j'ai fait une partie, j'ai gardé un Luke Skywalker agent, je l'ai gardé 4 rounds de suite. Il n'a pas bougé pendant 4 rounds. Et j'avais de quoi soigner Dean derrière, donc en fait je soignais Dean tapait, il lui mettait à chaque fois, puis à chaque fois il prenait un dégât, et puis en 4 rounds, bah, il avait un personnage à 220 points qui bougeait pas pour un perso à 115 points. Donc ça peut, contextuellement, ça peut être extrêmement drôle. Euh, Sa pipe 1 est pratique, ça lui permet aussi avec le test de charger au moment opportun. Après son jetpack, je le trouve moins utile parce que c'est 15 points et au final c'est un perso qui va rester assez en arrière, c'est pas un perso qui va vraiment charger dès le départ. C'est pas un perso que je trouve très agressif. Ça se joue, hein, mais si vous jouez avec le jetpack, privilégiez plutôt la lance qui va vous donner l'immunité l'immunité perforance, qui est quand même vachement plus pratique. Je- voilà, c'est pas. Moi j'aime beaucoup, c'est un perso que j'aime beaucoup jouer. Enfin, vous allez avoir dualiste. Hein. Oubliez pas que vous avez besoin d'un dodge pour avoir l'immunité perforant. Mais vu que vous avez un dodge et une visée gratuite, si vous lui mettez pas d'ordre, c'est pas trop un problème en ce qui le concerne. C'est un bon personnage, il fait le boulot. Ça dépend de la liste, mais il fait le taf. Après, dans les agents, vous avez encore Boba, le petit Bobby qui est arrivé. Alors lui, je le trouve vraiment très très bien. D'accord. Et encore une fois, ça permet de contrer un peu tout ce qui arrive. Son lance-flamme, ça vous permet de dézinguer. Enfin, vous avez, j'ai fait sur un groupe de B1, c'est très rigolo. Vous avez 6 B1 qui arrivent, vous avez lance-flamme, donc 6 dés rouges, plus 3 dés noirs, perfo 1. Même si le pauvre B1 arrive à bloquer un ou deux par miracle, vous le soufflez instantanément. Tout ce qui est du dé blanc, vous les soufflez, c'est très rigolo. Sa pipe 3 qui vous permet d'augmenter votre puissance de feu en rajoutant des dés, un dé noir à chacun de vos tirs sur les snipers ou en association avec Cassian, ça peut être très 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 drôle pendant un round. Il a beaucoup de cartes qui sont très efficaces. La requête qui a fait ses preuves depuis bien longtemps. Son sentinelle surtout qui est très agréable avec son indépendant en attente. Et ça, c'est vraiment pratique parce que vous avez un personnage qui est systématiquement en attente dès le début. Votre adversaire, il sait qu'à portée 3, vous allez bouger, donc ça a une tendance à lui mettre un peu la pression sur comment, quand il va avancer. Ça oblige à tirer pour lui faire sauter le stand-by. C'est comme une unité qui encaisse très bien, donc ça vous oblige de sacrifier une action de tir pour lui mettre une suppresse. Et je pense que dans les agents aujourd'hui, Bobby, il est très 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 fort. C'est dommage qu'il n'a pas le bounty comme un Empire, ça aurait été très très bien, mais on peut pas tout avoir. Oui. Après, on a le R2D2, hein, R2D2 classique, le grand classique. Alors pour les nouveaux joueurs, R2D2, c'est voilà, si vous arrivez à le ramener dans la base ennemie et que vous arrivez à le maintenir en vie, vous allez voir un pion victoire supplémentaire.
Les joueurs expérimentés connaissent le truc, hein, vous les aurez pas facilement, mais pour les joueurs un peu pas, qui connaissent pas bien, vous pouvez vite les avoir, vite les escroquer en passant derrière les lignes ennemies. Voilà, on fait pas gaffe, un petit bonhomme avec ses 4 petits PV qui se promènent sur le terrain. Ensuite, pour finir, on a Sabine que j'aime beaucoup, mais trop cher. Ouais. Dans les agents, beaucoup trop cher. Il faudrait qu'il lui enlève 15 points ou qu'il justifie les 15 points par autre chose. Mais quand vous prenez un Dean et vous mettez une Sabine, bah voilà, vous avez un personnage à peu près équivalent au final tout équipé. Vous avez 10 à 15 points de différence entre les deux. Donc, vous privilégierez un Dean à une Sabine et c'est bien dommage. Bien qu'ils ont ajouté une carte avec Ahsoka en pipe 2 qui permet de faire des petites choses rigolotes avec Sabine, qui permet, quand Ahsoka s'active, de bouger Sabine de vitesse 2. Et inversement, quand Sabine s'active, ça bouge Ahsoka. Donc, quand vous avez un objectif, vous voulez vous barrer avec vite, cette carte peut être très pratique. Mais elle reste très contextuelle et il faut vraiment avoir les objets qui sont. Faut vraiment avoir l'objectif qu'on veut avoir, quoi. D'accord. Donc voilà un peu pour les agents. Après, le reste de la faction, les soldats, les problèmes, c'est que toutes les troupes de base des rebelles sont pas. Par rapport aux autres factions, elles sont très en dessous en ce moment. Hmm. C'est compliqué. Euh, Il n'y en a pas, il y en a pas vraiment de bien, il n'y a pas de bon choix, ça dépend de la liste. Vous ferez avec l'idée que vous avez en tête. Dans les commandos, à part les commandos rebelles aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose qui tient encore la route. Les Wookiees sont hors jeu, les Arpenteurs sont hors jeu, la résistance rebelle, ils sont très bien, mais ils sont trop frais. Enfin, vous en perdez un ou deux, votre unité est out. 2 dégâts, c'est fini. La résistance mandalorienne sans Sabine, elle sert à rien. Donc, pas foufou. Ouais. Les TLTT? Non. Les TLTT aujourd'hui, ça revient un petit peu. Ah ouais? Avec le changement des couverts, ils sont bien. Enfin, avec les lignes de vue, ils sont bien parce que ça permet de cacher quelqu'un derrière. Et ça, c'est quand même rigolo. Ça, Mais, j'avoue que les TLTT, mais, ça coûte pas cher. équipé lance-flamme, canon laser ou la grosse arme, la Gatling? Non, le Gatling, non, trop cher. Mais est-ce que vous. Ouais, ça peut être. En fait, ça dépend ce que vous voulez en faire. Vous pouvez les mettre à poil. Ça vous fait un petit mur qui vous balade. En fait, ça vous permet. Vous voulez mettre, par exemple, vous voulez jouer Luke, agent. Bon, c'est un peu compliqué. Vous savez que vous n'allez pas trop arriver. Vous vous mettez juste derrière et vous avancez. Ouais. Ça tank à l'armure. Vous le perdez, ça coûte 55 points, c'est pas dramatique. Ça vous permet d'avancer votre personnage et ça permet de vous cacher tranquillement. C'est vraiment des. Aujourd'hui, ce genre de personnages sont très bien. Après, si vous voulez mettre un petit canon, ça coûte 10 points de plus, 65 points, ça passe toujours bien. Faites juste attention aux rebelles, vous avez pas, vous ne défendrez pas enfin, vous défendrez pas très bien aux dés blancs. Euh, c'est dommage, on a la critique, hein, Oui. ça c'est très bien, mais on n'a pas le dé blanc défense, contrairement aux clones qui permet Ouais. de tanker un peu plus. Euh, Après, on a le Tauntaun aussi, qui est rigolo. Ça reste jouable, hein, le Ouais. Tauntaun. Ça fait le boulot. C'est plus aussi bien qu'avant. Ça prend un peu vite cher parce qu'aujourd'hui, il y a vite des sauts de dés quand même. Mais voilà, ça peut faire des choses intéressantes. Mais n'en mettez pas 3 dans votre liste. Un Tauntaun qui se balade, voire 2, d'après un truc un peu agressif, ça peut se jouer. Euh, Voilà, ça peut se faire des trucs. Ça reste intéressant. Les véhicules lourds, les speeders, air speeder ou land speeder, non? Le T47, il fait son boulot aujourd'hui, mais en double, pas en simple. En simple, vous allez juste vous faire pulvériser avant même Mhm. d'avoir pu dire ouf. Le double speeder, il est intéressant, mais aujourd'hui, il y a énormément d'impact sur les listes. Euh, voilà, donc c'est dangereux. Mhm. Le land speeder, il y a des listes très très drôles à faire avec. Encore une fois, c'est le land speeder, si vous voulez le jouer, c'est vous partez sur le principe de vous amuser. Vous faites un truc très bourrin, où vous allez rentrer dans le lard à tout le monde. C'est très drôle. Vous allez surprendre votre adversaire. Vous allez même peut-être le battre parce que vous allez lui en mettre plein la tronche pendant un round ou deux. Mais vous allez perdre des land speeder et dedans assez rapidement. Mais ça peut être très fun. Et le camion, le camion, c'est un grand mur qui se balade. C'est pratique pour cacher les troupes. Si vous voulez larguer des unités, c'est très pratique, ça vous les protège. Donc, non, c'est une unité qui est bien, c'est le camion. D'accord, ok. C'est- Ouais, donc là on a fait le tour à peu près de toutes les unités qui valent le coup et qui valent un peu moins le coup. Donc il y a à peu près 50% pour toi que tu estimes compétitif et 50 autres qui l'est moins. Moi, je dirais à peu près 30% de la faction rebelle est compétitive aujourd'hui, le reste les moins. Ouais, C'est d'accord. Ah ouais, quand même, t'es plus dur dans le truc, ok.
Ah, le problème, c'est que vos troupes de base, en fait, vous allez avoir minimum 3 troupes de base obligatoires. Les troupes de base, aujourd'hui, elles sont vraiment très... comme je dis, il n'y a pas de bonne solution. Donc, quoi qu'il arrive allez, en moyenne, on a 10 actifs, vous en avez déjà 3 qui vont servir à pas grand-chose. Ou vous allez les faire en sorte qu'elles servent à grand-chose, mais ça va vous monter à 80-90 points. Donc, elles vont coûter très cher. Et ça devient... alors, moi, je les joue comme ça, mais les pertes, c'est très vite punitif. Dans les officiers, ça vous impose automatiquement d'avoir des bonbons. Voilà, sinon vous décrétez que vous les jouez pas trop, vous acceptez de prendre des dégâts. Euh, En agent spécial, à part le sniper, vous avez rien. Ça fait quand même vite un trou. Ça laisse peu de place au très compétitif, on va dire. Ouais. Et au niveau des listes les plus fréquentes en rebelle, alors moi je me rappelle quand au début du jeu, quand j'ai commencé et que je jouais rebelle, j'avais du mal hein, face à l'Empire. Et les meilleures parties que j'ai faites en fait où je battais l'Empire, c'était full troupe. Est-ce qu'à l'heure actuelle c'est toujours d'actualité le maximum de troupes rebelles de base, très peu équipées juste pour aller prendre les objectifs? Ou non, toi, c'est d'autres listes comme ça qui diffèrent par rapport à celles qui sont fréquentes en tournoi. Alors, aujourd'hui, je dirais en Rebels, ce qui joue, c'est les listes un peu gunline, où on retrouve du Cassian un peu à portée, un peu à distance, qui va tirer avec du soldat rebelle équipé pour encaisser un peu les dégâts, avec le capitaine et ce qui vous permet, le couvert qui vous permet d'enlever les critiques. Le nom qui m'échappe là. Et le fusil qui vous permet à 26 points, qui vous donne adresse critique et qui vous permet de tirer à portée 4. Ça, en général, c'est aujourd'hui un peu plus joué. Ça vous donne un peu de distance, ça vous donne de la profondeur, ça vous permet de tenir un peu la distance. Et avec l'agile, vous maintenez un petit peu vos bonbons, ça vous permet un peu de tenir un certain temps. C'est-à-dire que l'adversaire vous tire dessus, il faudra au moins qu'il vous mette 4 dégâts pour que vous preniez au moins un dégât réellement. Ça donne un peu d'intérêt. Tant que vous tenez, tant que vous n'êtes pas dans la portée de 3, vous arrivez un peu à gérer facilement l'adversaire. Envoyer des troupes comme à l'époque, un peu à poil tout seul, 4 bonhommes en des blancs aujourd'hui, c'est du suicide. Ils vont se faire souffler instantanément. Ils tiendront pas 10 secondes sur le terrain. En fait, le problème aujourd'hui des rebelles, c'est ça, c'est qu'on n'a plus la possibilité de déployer des troupes de base pour pas cher, pour faire des choses, même ne serait-ce que vaguement intéressantes, elles se font annihiler très très rapidement. Euh, Après, vous avez des gunlines un peu plus... On reste assez massif hein, quand même au niveau des troupes, mais on fait rentrer beaucoup de pikes dedans aussi. Je vois beaucoup de listes aujourd'hui, même moi je les joue comme ça, où je mets souvent 2 pikes avec un commandant ou 2 pikes tout seul qui vont renforcer, on va dire, la défense rebelle au niveau des soldats. On va compenser le manque d'efficacité des rebelles par le complément des pikes. Voilà, principalement. Après, on va éviter d'aller trop brutalement. Alors, il y a 1 ou 2 listes qui jouent, mais comme je dis, je trouve très rigolote, mais contre les listes, encore une fois, vous avez des petits bonhommes du soleil qui arrivent et qui vont faire bonjour, j'ai 13 dés, enfin j'ai 12 dés pour toi. 6 fois de suite, vous avez 72 dés dans la tronche enfin, sur un round. Vous tiendrez pas longtemps. Donc voilà. Non, ça va rester des listes très en profondeur en général. Si vous voulez vraiment aller loin sans trop prendre de risques, éviter de pertes au kill point sur une égalité, vous êtes obligé de faire très attention. Ouais. Donc là, on a vu les unités qu'il fallait favoriser et puis bien sûr les unités qu'il fallait un petit peu éviter. Alors après, vous êtes libre bien sûr de jouer ce que vous voulez, ce qui vous plaît, hein, bien sûr, mais c'est vrai que dans un but compétitif, on regarde un petit peu la méta. Pour toi, les cartes de scénario, conditions, voire même déploiement à éviter voilà, quand c'est le moment de choisir les cartes. Quelles sont les cartes que d'office tu sais que tu bannes en tant que joueur rebelle, car tu sais que bah, la globalité de l'armée rebelle aura des difficultés à aller chercher ce genre d'objectif. Encore une fois, ça dépend comment on va la jouer. L'avantage des rebelles, c'est que d'après ce que vous allez pouvoir plus ou moins facilement vous adapter. Mais comme j'ai dit précédemment, en général, les listes qui vont aller un peu loin, c'est des listes qui vont être assez peu mobiles. Donc éviter les objectifs, les bombes à les balancer en face, aller chercher des caisses, ça va être très compliqué.
Éviter, pour l'instant, c'est vraiment éviter les objectifs à aller chercher une boîte et à repartir avec. Ouais, Ça, genre, c'est genre les des... otages, par exemple, éviter quoi. Alors, les otages, c'est un peu différent, mais ça va dépendre de la liste qui est en face, mais oui, évitez principalement. Si vous avez un Vador, de toute façon, enfin, Vador agent, vous avez perdu avant même d'avoir commencé. Donc, pour les débutants, vous avez Vador agent, il y a otage, vous enlevez. Cherchez pas à comprendre, je vous fais gagner une partie, ou au moins vous évitez de perdre sur ce, sur ce point-là. Euh, L'otage, voilà, encore une fois, ça dépend comment c'est fait en face, ce que vous avez en face, ça peut... Il y a des trucs à faire, mais globalement, oui, évitez. Récupérer le ravitaillement avec les 5 caisses. Vous avez une Sabine qui peut aller le chercher, pourquoi pas, mais si vous n'avez pas Sabine pour ça, vous évitez d'y aller aussi. Vous restez bien caché dans, enfin, visez plus des lignes à avancer de manière un peu progressive. Ça sera plus payant et vous allez chercher à épuiser un peu l'adversaire et à gagner après sur la masse. Ça sera beaucoup plus payant. Surtout qu'on joue beaucoup avec beaucoup d'unités soldats. Euh, les unités véhicules ne marchent pas dans beaucoup d'objectifs, donc ça peut être pénalisant pour l'adversaire. Voilà, principalement. Mais évitez vraiment ouais, les listes. Quoi, plasticage, échange d'otages. Plasticage, c'est bien si vous jouez avec deux T-47. Si vous les avez pas, le jouez pas. C'est si vous avez une grosse gunline, en gros, vous jouez sabotage, vous restez loin et vous tirez. Vous profitez de votre profondeur de tir. Euh, voilà. Ça, globalement, évitez les listes qui vous demandent d'être trop mobile si vous ne l'êtes pas. Et si vous l'êtes vraiment, ben, c'est totalement l'inverse. Prenez tout ce qui est très très mobile et évitez tout ce qui permet de rester immobile. D'accord. Ok, donc là on a fait le vif du sujet. Là on va se concentrer un petit peu plus sur le préparatif d'un CF ou d'un tournoi. Après c'est à peu près la même chose. Euh, Quand tu fais ta liste, tu commences par quoi? Est-ce que toi tu es plus du genre à construire autour d'un chef ou d'unités bien précises? Après, il y a peut-être pas forcément de réponse à ça, mais toi, en tant que joueur rebelle, tu partirais sur quoi? Alors, personnellement, en général, j'ai deux façons de faire. Soit j'ai un nouveau personnage qui arrive et je veux absolument le jouer et je me débrouille pour essayer d'avoir quelque chose qui tient autour, typiquement Ahsoka. Ça, c'est voilà, la hype du moment. Mais en général, je réfléchis plutôt à un ou deux objectifs qui m'intéressent et je me demande comment le gagner. D'accord. C'est plus, je construis mes listes plus par rapport à un ou deux objectifs. C'est compliqué d'avoir quatre objectifs qui fonctionnent réellement. Trois dans le meilleur des mondes, mais c'est plutôt dans le sens là où je vais essayer de construire vraiment une liste. Typiquement, vous vous dites aujourd'hui je veux gagner otage, comment je vais faire pour avoir l'otage? Euh, donc là, vous vous dites bon, bah, il me faut Luc, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Est-ce que Leia peut être importante parce qu'elle va me permettre de bouger de 1 finalement, ça va me permettre de ramener mon otage à moi plus rapidement? Comment je vais faire pour aller chercher le type en face? Donc bah, si je me mets dans une camionnette qui va aller avancer très très vite, je peux larguer mon Luc dessus. Autour d'eux, je suis avec lui qui lui a fait une poussée de la force, que j'ai commandé son pote qui va aller de l'autre côté et je lui ai mis un coup de sable dans la tronche. C'est plutôt dans ce sens-là où je pense enfin, de mon point de vue, moi, c'est comme ça que je construis mes listes. Après, si pour le CF, vraiment, voilà, vous êtes vraiment en mode je veux gagner au CF, ouais, c'est donnez-vous quatre cartes. Vous êtes sûr qu'il y en aura forcément une qui arrivera de toute façon dans le tas. Et essayez vraiment, vraiment d'avoir les objectifs que vous voulez en rebelle, parce qu'encore une fois, comme on n'a pas tant de choix que ça d'avoir un truc qui tient la route. Vous allez vraiment, je pense personnellement, devoir avoir vos objectifs sur la table. C'est compliqué de ne pas faire autrement. Alors après, on a la chance aujourd'hui de pouvoir regarder les objectifs des voisins. Donc ça, c'est si l'autre a à peu près les mêmes objectifs de vous, ça peut être très bien. Comme ça vous permet en plus de vous mettre joueur rouge. Hum, Moi, voilà, c'est vraiment ça ma méthodologie. Et après, ben, on essaye de voir au mieux comment avoir une synergie entre les choses, comment faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Non, c'est pas mal comme approche parce que c'est là qu'on voit des joueurs, on va dire, compétitifs et des joueurs un petit peu joueurs de plaisir comme je suis. Moi, je construis en fonction d'un commandant ou d'unités précises et pas dans l'optique d'aller chercher voilà, les scénarios. C'est vrai qu'on se penche forcément à construire autour d'une possibilité quand même d'aller scorer. Mais jamais j'ai eu cette approche, moi, personnellement, de me dire, bah tiens, je vais construire la liste pour
faire ce genre de scénario-là. Pas du tout. Enfin, c'est plutôt cool. Enfin, moi, j'aime bien cette approche-là et finalement, je vois les choses un peu différentes maintenant, donc c'est cool. Et c'est là qu'on voit voilà, où on va dans la compétition, où on se prépare pour ce genre de choses. Donc ouais, non, ouais, c'est pas mal. Donc là, voilà, on imagine, je suis un joueur, on va dire, débutant. J'ai acheté ma boîte de base, donc Empire Rebelle. Tu conseillerais quoi en achat pour... Alors, on va donner deux catégories. Celui qui veut avoir, on va dire, à construire avec ce que j'ai déjà dans la boîte de base, plus ce qu'il faut améliorer, ou ce que je peux potentiellement, si j'ai un gros budget, garder ce qu'il y a dans la boîte de base, mais aussi changer ce qu'il y a à l'intérieur. Genre, bah, le première option, on doit garder Luke, et la deuxième option, on garde pas Luke. Alors, si vous achetez la boîte de base, alors des mémoires dans la boîte de base, on a quoi? On a un TLTT, on a Luke Skywalker, on a 2 soldats rebelles. J'oublie quelque chose. Non, je crois pas. Non, non, pour moi, À c'est peu près tout. ça. Donc, Luke, bah, vous le gardez, parce que, comme je vous dis, la version agent est très utile. Donc, peignez-le en noir tout de suite, vous gagnerez du temps. Ouais, donc il Euh, faudra télécharger les cartes, trouver les cartes voilà, en c'est agent. ça. Bon, après, c'est Vous avez, trouvable. tro- vous avez 3 cartes à télécharger, comme ça vous économisez. Vous avez 6 cartes commandement dès le départ, c'est parfait. Et là, vous pourrez tout de suite faire quelque chose d'intéressant, parce que Luke reste, je maintiens ce que je dis tout à l'heure, enfin, il est devenu un peu plus faible aujourd'hui, mais ça reste un très très bon personnage. Il Hmm. est extrêmement dangereux. Mais changez aussi sa carte et mettez-le en agent. Les 2 troupes de base, bah, les soldats rebelles de base sont, de mon point de vue, les unités les plus efficaces. Donc, elles sont très bien comparativement aux 3 choix qu'on a. Enfin, du moins, c'est le moins pire des 3 choix. Donc, ça, c'est très bien pour juste vous compléter, pour en avoir un de plus ou 2 de plus, parce que vous allez jouer plutôt à 4 unités en général de soldats rebelles. Le TLTT peut être pratique, comme je l'ai dit, vous cachez votre petit Luc derrière, ça peut faire son petit boulot. Après, vous allez devoir avoir des achats. Donc, si je vais faire vite fait comme ça, une armée en partant juste de ces troupes-là, ici, je devais juste compléter. Hmm, une bonne question, ça. Peut-être 2 boîtes de base et puis on vire le deuxième Luke et on garde peut-être l'esprit de 2 TLTT et 4 troupes, plus Luke. Alors, honnêtement, personnellement, je le ferais beaucoup plus bourrin, parce que ce serait D'accord? quitte à essayer de pas trop acheter, mais devoir dépenser un peu d'argent. Euh, 3 TLTT, enfin 3 TLTT, ça peut donner un truc rigolo. Si vous avez Luc avec 3 TLTT qui accompagnent, vous achetez le bus, vous mettez Luc dedans, vous avez les 3 TLTT à poil qui y vont, comme ça ils vont taper avec leurs petites papates. Et comme ils sont à poil, bah, les gens en face vont pas trop s'en occuper, mais une fois qu'ils seront dans le tas de l'armée, ils vont être obligés de s'en occuper. Ça peut vraiment mettre le buzz au milieu de l'armée ennemie, ça peut devenir très vite très drôle et ça se joue très bien. Oui, j'aime beaucoup les TLTT, c'est très très drôle à jouer. Vous avez votre Luc comme ça que vous larguez au milieu de tout le monde avec votre petit bus et vous cachez vos soldats derrière, le temps d'avancer en se servant du bus pour se cacher derrière. Ça vous fera un petit truc assez rigolo à jouer. Vous arriverez à battre pas mal de monde. Faudra équiper un peu vos soldats. Acheter le bus avec, ça sera rigolo. Et il faudra une unité d'appui parce que Luc tout seul avec les 3 petits bonhommes qui vont se balader, ça va être un peu court. Hum, Comme ça, il faudrait que je regarde au niveau des points, mais ouais, je sais pas ce qu'on pourrait rajouter avec. Une unité un peu violente qui pourrait être un petit groupe de Wookiees avec, ça pourrait être drôle. Vous cachez un groupe de Wookiees derrière le bus qui suit, et puis là, vous arrivez à un impact avec les Wookiees derrière. Ça fait toujours peur les Wookiees, même si c'est pas très efficace aujourd'hui. Hmm. Ça reste, voilà, ça reste du Wookiee. Quand ils vont rentrer dedans, une fois que vous aurez mis vos 2 pions visés, vous allez faire votre charge, vous allez faire dualiste, vous aurez votre peur forain avec vos 8 dés, les 4 noirs, 4 blancs qui vont taper, non, même 8 dés noirs, il me semble, de mémoire, qui vont taper, ça va faire très très mal. Après, partez sur le principe qu'ils vont fondre très vite, mais ça va faire très très mal. C'est. Non, je ferais ça. Que vraiment, si je devais commencer avec une boîte de base, je partirais comme ça. Acheter D'accord. un groupe de Wookiees, un bus, et vous avez déjà une petite armée. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis il faudra acheter quand même une troupe en plus vu qu'il y en a que 2 à l'intérieur. Donc ouais, Oui. en gros une boîte de base, une troupe en plus, une boîte de Wookie et le bus. Et puis voilà. 4, 5, 6, 7.
Oui, puis compléter un peu avec ce qu'on a à côté. Ça vous fait 7 actifs, vous fera 2-3 actifs en plus. Vous prenez 2-3 troupes de base. De toute façon, vous allez vous servir plus tard. C'est jamais perdu. Prenez les packs augmentés ou achetez ou téléchargez les cartes associées avec parce qu'elles sont indispensables. Les cartes de loot pack, enfin du pack amélioration des troupes de base. Et ouais, non, vous commencez à jouer, vous commencez à faire un deck qui est très. Enfin, une liste, cette liste commence à être violente. Ouais, et tu mettrais qui comme commandant? Alors, je mettrais un agent, un soldat, enfin un officier rebelle, pas cher. Ouais, le C'est basique, ouais. Ok. 45 points, c'est pas cher, c'est très bien. Vous avez Luc à 220 points, ça sert à rien de se rajouter des points. Hmm. Alors là, si on part du principe que voilà, je commence à faire ma liste, j'ai plus ou moins voilà, trouvé, fait mes achats, peint. Il me reste encore quelques semaines, quelques mois avant le jour J. Pour toi, pour être compétitif, il faudrait faire combien de parties d'entraînement? Avec cette même liste, Ouais, enfin, à tous. enfin, techniquement avec une liste qu'on peut encore modifier parce que dans le règlement, c'est 10 jours avant l'envoi. Donc en gros, avant les 10 jours, de maintenant jusqu'à cette date. Je Alors, crois que ça ça va doit être le dépendre de 9 septembre, je crois, de mémoire. Enfin, je sais plus, mais voilà, c'est début j'ai- septembre. Alors, j'ai plus la date en tête, mais oui, c'est à peu près ça. Euh, euh, Ça va dépendre de la complexité de votre liste. Si vous avez une liste qui est assez mobile, par exemple si vous la jouez à double bus, faites bien une bonne vingtaine de parties parce que le placement des bus avec les bâtiments, il faut vraiment bien les gérer. J'ai eu beaucoup de batailles où j'ai vu des gens commencer à faire un bouchon avec leur propre véhicule. C'est très rigolo à voir. Les véhicules sautent les uns derrière les autres parce qu'ils n'arrivent pas à bouger. Ils se rentrent tous dedans. Ça devient la panique à bord. Le plan de jeu doit être nickel et toujours garder en tête qu'on ne connaît pas le terrain sur lequel on va se battre. Et maîtriser parfaitement ces distances, c'est capital. Après, sur une liste plus soldats, je dirais pareil, une bonne vingtaine de parties, parce qu'il faut vraiment pas oublier les pions, les interactions entre les pions, savoir bien poser les dodges, et le tempo de départ chez les rebelles est vraiment très important. Prendre comme exemple, vous avez une gunline, tout bête, 4 soldats rebelles, 2 officiers, ce qui jouait l'année dernière, la méta l'année dernière, avec un Luke Skywalker, voilà. Si vous mettez pas le tempo de tout de suite poser vos dodges, vous aurez donc un dodge sur chacune de vos troupes. Si vous ne les avez pas dès le départ, vous allez prendre un petit tir, vous allez perdre des gens bêtement. Et surtout, ça permet aux vigilances d'être immédiatement actives juste derrière. Donc quand vous arrivez à la fin du round, bah, vous avez votre vigilance qui va faire garder 2 dodges sur vos troupes et ainsi de suite, ce qui vous permet d'avoir l'accumulation. Et en fait, la machine est lancée. Ça, c'est voilà, c'est des mécaniques de base qui sont importantes à prendre et à connaître. Donc, bien répéter ça, bien prendre l'habitude des distances, ne pas oublier que les portées 1, les lignes de vue. Si vous n'êtes pas en ligne de vue, vous ne pouvez pas donner le bonbon. Donc, derrière un mur, chacun de son côté, bah, ça marche pas. La vigilance marchera, mais pas la distribution du bonbon. C'est des petites choses comme ça. Hmm. Donc ça, c'est vraiment des placements importants. Ouais, c'est vraiment le placement. Prendre l'habitude de bien prendre aussi bien les objectifs au niveau de la map. Bien prendre connaissance des distances de tir. Ça, c'est vraiment très important. On se fait vite avoir surtout sur la map où vous êtes un en face de l'autre, sur deux lignes, vous êtes en mode combat, vous croyez à l'abri à portée 4 alors que la personne a juste besoin de faire un mouvement, vous allez vous faire tirer dessus très vite avec un bus. Il faut bien avoir connaissance de ces lignes de portée. Voilà. C'est important parce qu'au final, comme vous avez, encore une fois, je dis c'est très punitif, des fois vous avez des maps très ouvertes, donc avoir des couverts lourds, bon, aujourd'hui ça reste relativement facile avec le changement des règles, mais il y a quand même des petits moments où il y a des petites zones vides. Vous allez devoir les traverser si vous voulez prendre votre objectif. Donc bien connaître vos déplacements, bien maîtriser vos déplacements, c'est capital. D'accord. Bien positionner son commandant, voilà, des choses aussi bêtes, mais Ouais. En gros, c'est de l'entraînement, positionnement et savoir les distances, savoir, voilà, typiquement toutes les portées et tous les mouvements de chaque figurine de son armée et ce qu'elle peut faire sur la table. et la synergie. Et la synergie. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que la synergie. Les cartes, l'oubli des cartes, ouais, c'est ça, il y a que en jouant au final, ça rentre, parce qu'il y a beaucoup. Quand on fait très peu de parties, et moi, c'est mon cas, hein, quand je fais très peu de parties et que
et que je joue pas des cartes que je joue habituellement, bah, il y en a toujours une ou deux voilà, qui passent à la trappe, malheureusement. Donc, ouais, c'est un entraînement. Mais ouais, 20 parties, c'est beaucoup, hein, mais en même temps, je Alors, peux je parle pas comprendre. un joueur débutant, hein, un joueur plus expérimenté, il n'y a pas besoin d'autant, mais par contre, j'ai juste précisé un truc. Les joueurs qui connaissent pas le CF, vous allez jouer avec des chronos. Ouais, alors Ça, justement, ça c'est la question là que j'allais te poser juste après. Conseilles-tu justement l'entraînement avec la cloque? Parce que moi c'est quelque chose qui me fait peur, hein, ce genre de choses. Quand j'ai vu ça, quand j'étais au premier CF où j'avais été donc il y a 2 ans, hein, bon, et ben ils ont mis ça en place et quand j'ai vu la gestion, je me rappelle même cette finale où finalement c'est la cloque voilà, qui avait joué un gros tour, on va dire, aux joueurs, un des deux joueurs surtout. C'était impressionnant de voir qu'il y a une gestion, il y a un stress, il y a il y a toute une technique, toute une approche de cette cloque. Euh, donc toi, déjà, t'aimes déjà jouer avec une cloque? Quel est ton ressenti sur ça? Et est-ce qu'il faut s'entraîner ou pas avec cet outil? le temps est une arme, hein. Nous sommes sur un champ de bataille, toute arme est utile à utiliser. Alors personnellement, étant un joueur d'échecs à la base, la cloque me fait pas plus peur que ça vu que je suis assez Ouais, rodé. Mais c'est vrai que si vous avez jamais joué, alors vous allez arriver au CF, vous allez avoir en moyenne à la junior combien de temps ils ont prévu, mais c'était à peu près 2h15, 2h30. C'est largement suffisant pour faire vos 6 rounds, mais encore une fois, et je reviens à la vingtaine de parties, ça peut pas être beaucoup quand vous êtes un joueur débutant. Mais il va falloir que vous connaissiez vos règles sur les bouts des doigts de chacun des mots-clés de votre armée, parce que mettre un dodge c'est une chose, mais il faut savoir encore ce que fait vos troupes, connaître les mots-clés, mais surtout connaître les mots-clés de l'autre en face, parce que c'est pas au moment où vous êtes en combat que vous allez commencer à réfléchir de comment on joue. Donc vous devez maîtriser les règles. Les 20 parties va vous aider aussi à ça. Et si vous avez les automatismes, c'est des choses à moins à réfléchir. Faites au moins une ou deux parties, ça sert à rien d'en faire 40 avec la cloque, mais faites-en une ou deux, ne serait-ce que pour, comment dire ça, désacraliser la peur du temps. Voilà, c'est long quand même, 2h30, ça laisse du temps. Alors quand on est débutant, qu'on prend le temps de jouer avec des copains de ça, on se rend compte qu'on met 3 4 heures à faire une partie, et on se dit mon Dieu, comment on va faire en 2 fois moins de temps. Si vous maîtrisez votre armée, vous connaissez votre armée, faites-vous confiance. Enlevez-vous de la charge cérébrale en la maîtrisant sur le bout des doigts. Comme ça, vous avez juste à vous concentrer sur la stratégie et ça va dérouler. Votre adversaire en face, il est comme vous, s'il n'a pas bossé son truc, il a fait une liste qu'il a bricolée 3 semaines avant, qui va être le cas d'environ une centaine de joueurs, je vous garantis, ils vont faire des erreurs bêtes que vous ne ferez pas et vous pourrez gagner comme ça. Hmm. Ouais, donc la cloque, avant tout, faut se, voilà, faut se dédouaner de tout ça, voilà, faut essayer de l'expulser de son esprit. C'est un outil. Faut pas, enfin, faut savoir que oui, finalement, elle est là et que bah, si on connaît en fait son jeu, son armée et qu'on maîtrise suffisamment aussi plus ou moins les règles, que ce soit la règle générale ou même la faction d'en face. Après, voilà, on oublie cette cloque. Cette cloque, elle ne sert plus. Je pense que justement, c'est un outil qui est indispensable pour justement bien chronométrer cette partie pour pouvoir donner vraiment un vrai tempo. Mais hormis ça, une fois qu'on a toute cette maîtrise-là, voilà, je pense que c'est bon, c'est réglé, quoi. N'oubliez pas de regarder quand même la coque quand vous jouez. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai eu un adversaire au dernier CF, il lui restait 1 minute et 35 secondes pour finir son dernier round. Moi, il me restait 15 minutes. Je vous cache pas que j'étais franchement plus détendu sur la fin et lui était beaucoup plus tendu. Et il a réussi une chose extraordinaire, c'est qu'il a quasiment réussi à jouer ses 9 actifs en moins d'1 minute 50. Et ça fait. Il poussait tout avec ses mains, hop, jouait, tirait, il lançait des sauts de dés et il appuie sur sa cloque. Mais c'était, voilà, vous vous retrouvez dans un état de panique total. Ouais, Donc, bah, regardez votre cloque, donnez-vous des temps, donnez-vous le temps d'avoir le temps aussi. Il y a les premiers rounds, le premier round va aller très vite. Vous connaissez votre jeu, vous êtes relativement loin. C'est pas là que ça va jouer, c'est le placement de départ. Perdez du temps sur votre placement de départ, sur votre stratégie de départ. Vous vous dites, vous arrivez, la cloque va se lancer. Je veux dire, je vais passer par là, je vais aller là, je vais mettre mes troupes là. Vous avez votre plan de jeu en tête, vous arrivez, vous posez
Et sur le round 1, vous allez récupérer le temps que vous avez perdu au début, puisque là, ça va dérouler et il se passera pas grand-chose en général à ce round-là. Et après, ça va commencer à taper. Ouais, et puis après, les sueurs vont arriver si le plan il se passe pas très bien. Ouais, d'accord, ok. Alors là, on a parlé sur l'aspect un petit peu psychologique de la cloque, mais l'aspect psychologique d'un événement. Alors, je parle là vraiment pour ceux qui font leur premier CF, ou voire même leur premier tournoi, hein, ça peut arriver. Comment toi tu te prépares psychologiquement à ce genre d'événement? Est-ce que tu arrives déjà à dormir la veille? Est-ce que tu es du genre à visionner des tactiques ou au bout d'un moment, voilà, genre t'es quelques jours avant, tu te dis, voilà, je touche plus à Légion, je coupe du truc pour me reposer un maximum. Après, c'est très personnel, hein, je pense que tout le monde n'agit pas de la même manière, mais toi, tout cet aspect psychologique ou même physique, comment tu la prépares? Parce que c'est vrai que c'est aussi très physique, hein, d'enchaîner des parties, si on n'a pas l'habitude, ça peut... Prévoyez une boîte de Doliprane, hein, quand même, pour ceux qui n'ont jamais fait beaucoup de parties de tournois. Comment tu te Alors, prépares à ça? alors personnellement, comme je te l'avais dit tout à l'heure, moi, le CF, l'année dernière, c'était mon tout premier tournoi. Et en tant que joueur, justement, assez novice à ce moment-là, 4 parties, c'est long, c'est très long. Et la quatrième, tout le monde est crevé. Et donc, essayer de bien dormir la veille si je peux. Moi, personnellement, ça va, mais je suis du genre un peu angoissé, existentiel. Donc, pas là que je dors le mieux. Ma préparation, en général, c'est une semaine avant. Je vais essayer de revoir un peu tout ce qui est méta. Je vais essayer de réadapter. Je vais essayer de repenser à comment bouger mes troupes, comment faire ci, quels sont les mouvements. Je vais essayer de reprendre les mécanismes. Je vais essayer de réfléchir à comment je vais faire les choses. Je vais tout remettre en cause dans ma tête. Je vais tout essayer de repenser. Voilà, je vais beaucoup y penser. Mon monde va devenir ça pendant une semaine. Et c'est valable pour tout. Enfin, je fonctionne comme ça, moi. Donc, voilà, chacun sa façon de faire. Euh, voilà, non, c'est fatigant. Voilà, un CF, c'était ça. Je me suis un peu perdu dans ma pensée. Le CF, c'est très fatigant. Partez sur le principe de bien vous reposer si vous le pouvez, parce que vous allez, je vous promets une chose, quelles que soient vos parties, à la fin de la journée, vous serez rincé. Ouais. Et justement, quand abordes le repos, même entre chaque partie, euh, tu gères comment ces moments de pause où tu peux finalement soit te reposer complètement ou soit revoir, réfléchir un petit peu à... Est-ce que tu te refais les matchs ou est-ce que du coup voilà, quand entre deux parties ou la pause du midi, est-ce que tu coupes et tu t'essayes de mettre voilà, les batteries en mode recharge? Comment toi tu gères ça quand il Alors, est les le matchs que jour j'ai J? refait, ouais, plutôt le soir. Non, sur le moment, j'essaie plutôt d'entre deux matchs. Je me balade, je vais regarder un peu les autres, ce qu'ils Ouais. jouent, si j'ai un peu de temps. Si tout le monde a fini, enfin j'ai fini un peu en même temps que tout le monde, je vais aller manger quelque chose, je vais aller me voir, je vais faire mon petit pipi. Je vais Ouais. plutôt essayer de me changer, me vider l'esprit parce que là voilà, en fait, ouais, il faut vraiment que je me purge la partie pour pas être encore dans la partie d'avant quand je vais arriver sur la suivante. Mais non, non, j'essaye vraiment de. Je sors dehors, je vais me promener, je prends un peu l'air, ça fait du bien. Ça fait 2 heures et demie que vous êtes dans une salle avec 128 personnes. C'est Ça long. fait du bien d'être un peu dehors avec un peu moins de bruit. Ouais. Ah, ça fait du bien de prendre l'air. Et puis même faire baisser la température parce que c'est vrai que sur le Oui, coup, c'est chaud. le cerveau il chauffe. Ouais. Et donc là, c'est l'avant-dernière question. Comment tu prépares ton matériel pour l'événement? Alors, bon, je sais pas si toi tu ramènes une table, mais on imagine pour celui qui ramène pas de table, comment tu prépares ton matériel? Quelles sont les choses voilà, importantes? Dans quel ordre tu fais? Est-ce que tu as on va dire des choses ou une façon de faire qui pourrait aider les gens à la préparation? Genre peut-être avoir son petit guide, des petits rappels, des petites cartes que tu t'imprimes, je sais pas. Alors, n'oubliez pas vos cartes. Revérifiez vos cartes parce que j'ai eu des joueurs en face de moi qui avaient oublié leurs cartes, qui étaient dans un drame absolu. Donc, ça avait bricolé des choses pour quand même qu'ils puissent jouer. Vérifiez bien que vous n'oubliez pas de figurer. Enfin, moi, voilà, en général, je prépare tout 2, 3 jours avant. J'ai tout posé sur ma table. Je recompte 8 fois les figurines pour être sûr de ne pas en oublier une. Après, je reviens, je vérifie. Je deviens complètement psychopathe en général 2, 3 jours avant. Je contrôle que j'ai pas oublié de carte. Je range bien toutes mes cartes. Je vérifie que les peintures sont bien finies. Voilà,
Et en général, je prépare vraiment tout 2-3 jours avant. Alors moi, je vais ramener un décor. J'ai un petit décor de jeu, mais je vais en ramener un voilà, pour avoir une table de plus. Donc faire en sorte aussi que j'ai rien oublié. Je vais essayer de faire le décor au mieux parce que bon, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui sait faire des décors, mais j'essaie toujours de bricoler des trucs. Donc j'essaie de faire un truc un peu joli mais un peu efficace pour comme ça ma table elle sera pas trop moche par rapport aux magnifiques tables qu'on peut voir au CF. Non, il y a des tables qui sont juste Ouais, c'est vrai. magnifiques, hein. Moi je suis toujours fasciné devant la qualité de ce que font les gens, hein. Et j'ai mon beau-frère qui s'est mis à faire lui-même ses tables bah tiens, d'ailleurs, en suivant tes conseils, tu lui as donné l'envie de faire son propre décor, donc Keko, qui passe énormément de temps là sur sa table en ce moment. Euh, Non, c'est vrai, voilà, vraiment vérifier votre matériel, que vous oubliez rien, que vos boîtes sont bien préparées. Prenez pas plus de choses, ça va juste vous embrouiller. Prévoyez juste un peu pour au niveau des objectifs, prévoyez à peu près pour les 8 objectifs, parce que vous avez des chances que la personne en face a peut-être oublié une caisse, a peut-être oublié un truc, donc Mhm. comme ça, voilà. Ça règle le débat, ça évite d'avoir à courir après un arbitre pour trouver une pièce manquante ou demander aux tables voisines. Ça évite du stress pour rien juste avant de commencer un combat. La petite mise en pression inutile, c'est essayer de les éviter. Après, Moi, j'aime bien mes petits rituels. J'ai ma petite boîte où il y a ça dedans, ma petite boîte où il y a ça dedans. Comme ça, je fais mon petit truc, je le pose, je le déroule. Et donnez-vous un ordre de pause, comme ça, vous gagnez du temps aussi sur la mise en place. Plus vite vous êtes en place, plus vite vous pouvez commencer à réfléchir au terrain et comment vous allez faire les choses. D'accord. Donc pas de mémo, pas de petites cartes, de petites astuces, un petit guide vraiment complète. Alors là, attention, je sors ma carte, là c'est la faction Empire, ok, alors tac, 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 qu'est-ce que je veux Disons utiliser? que c'est plus le moment. Vous avez 2h30, vous avez la cloque, c'est pas le moment de réfléchir à ça. Ouais. Si, j'ai juste c'est pas vrai. J'ai ma petite carte parce que je n'arrive pas à intégrer ça en 2 ans dans mon petit esprit. C'est la carte des dégâts sur les véhicules. Je Ah l'ai oui. toujours avec moi parce que je ne sais jamais ce qui se passe quand je lance ce dé. Bah, ne pas jouer véhicule, comme ça au moins c'est réglé, hein. Oui, non, mais la personne en face va aller jouer. Et il va vous poser la Ah ouais. question, vous pouvez être sûr et certain. Donc, Ouais, non, non, c'est à vrai. part cette petite carte-là, j'avoue que je l'ai toujours dans un coin pour me rappeler rapidement qu'est-ce que c'est censé faire. Non, c'est plus le moment en fait. On est censé connaître ce qu'on a à savoir. Si, peut-être réviser aussi un petit peu de temps en temps, parce que c'est quand même. Là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y avait une carte. Ça m'est arrivé au tournoi d'hier. Il y avait une carte de ball. Je me rappelais plus ce qu'elle faisait. Enfin, il me l'a posée. J'étais stressé. Il y avait une armée qui pouvait pas. J'ai pas réfléchi et bah, la carte, ça m'a fait faire une connerie. Voilà, essayez de regarder un peu si vous avez un peu de temps libre, si vous savez pas trop, voilà, relisez un peu ce qui peut se passer en face, comme ça quand vous avez une armée en face, vous savez à peu près ce qui va vous tomber dessus. Surtout qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, on peut regarder les cartes de commandement de l'adversaire. Donc vous lui demandez, n'oubliez pas de les demander. Vous verrez ses pipes 1, ses pipes 2 et ses pipes 3. Ça vous permettra d'éviter des surprises. Oui, effectivement, ouais, ça marche. Bon, une dernière question. Un dernier conseil pour un joueur rebelle, tu conseillerais quoi? Clairement. Voilà. Ce qui... Armez-vous de patience, mes frères. Un jour, la faction va remonter la pente. Ouais. Ouais, donc d'être patient, d'être patient. Peut-être Ouais, que d'ici des quelques semaines, la méta va changer pour les c'est rebelles. ça. Rebelle, c'est vraiment une très belle. Enfin, personnellement, j'adore cette Ouais, faction. c'est beau. Elle a tellement de possibilités de faire des choses. Alors là, je vais mettre un peu le côté compétitif de côté, mais beaucoup plus le côté ludique. Je pense que c'est une des factions avec lesquelles on peut le plus s'amuser. Très sincèrement, c'est une super faction. Vous avez beaucoup de figurines différentes. Elles ont toutes, en plus, enfin, on a tout un petit affect par rapport à ces figurines parce que c'est des figures mythiques chez les rebelles. C'est voilà. Après, c'est vrai que bon, c'est un peu en bas de la pente en ce moment, mais bon, c'est comme d'habitude. Vous avez des factions plus fortes, des factions moins fortes. Aujourd'hui, c'est les rebelles, demain, ça sera l'Empire. Oui. Un jour peut-être. L'Empire, l'Empire se fera battre par des Ewoks. Et il y aura une méta autour, et puis voilà. J'avoue qu'il y a les Ewoks. C'est vrai que j'avais oublié les Ewoks. Ouais, J'attends de voir ce que ça va donner, ça, j'avoue. ouais, j'avoue, j'avoue. Ok.
Eh bah écoute, c'est tout. Merci pour tes petits conseils et puis ta bonne humeur pour apporter voilà, tout le soutien aux joueurs rebelles, que ce soit pour le CF, mais aussi pour bien sûr les petites parties, les tournois. Enfin, je pense que tout ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation, hein, c'était vraiment très gentil de ta part. Et puis, bah, je te souhaite du coup un chouette CF. On se verra là-bas. Du coup, tu viendras pouvoir me faire un petit coucou. Et puis, ça fera plaisir de se revoir là-bas. Et puis, en te souhaitant une bonne partie, enfin deux bonnes parties, et puis un bon CF. Et puis, je l'espère pour toi, une table mythique en finale confectionnée par moi. J'espère que tu arriveras bien sûr à honorer cette faction que j'apprécie beaucoup, hein, ma première faction de jeu, même si je sais pas très très bien la jouer, mais bon, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est une faction qui est très punitive. Donc merci, et puis voilà. Dernier mot de la fin, les rebelles, on va y croire. Force rebelle. Allez, Donc salut. merci vraiment encore à cette personne d'avoir pris le temps de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je remercie bien sûr aussi tous ceux qui me soutiennent, qui lâchent des petits commentaires, qui donnent des petits pouces en bas des vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, de bons jeux et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.